Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire de l'Institut Tamarack sur le programme Leadership Rassembleur qu'on a intitulé De l'accompagnement à la pratique d'un leadership collaboratif et inclusif avec comme panélistes Sophie Pétré, Afifa Kalama, Barbara Heyer, Gerda Amazan. Moi, je me présente Leïla Belmaï, donc je travaille à l'Institut Tamarack comme chargée de programme pour le Québec et le programme Communauté bâtissant l'avenir des jeunes. Et donc aujourd'hui, on est là pour le troisième webinaire d'une série de 5 webinaires avec toujours la même formule. On met en lumière en fait des projets, des programmes, des accompagnements qui se font au Québec avec toujours au moins un organisme accompagnateur et une personne qui a participé au projet au minimum aujourd'hui. Donc, on a la chance de se pencher sur Leadership Rassembleur. Et je vais vous présenter les panélistes vraiment bientôt. On travaille aussi en parallèle sur un ouvrage autour d'idées fortes du Québec en développement des communautés. En fait, ça va être plusieurs publications. On a hâte de pouvoir vous partager ça. Alors, tout d'abord, je veux remercier notre partenaire, le Secrétariat aux relations canadiennes, grâce à qui, en fait, vous avez l'interprétation vers l'anglais aujourd'hui. Donc, ça nous permet vraiment de mettre en vitrine ce qui se fait au Québec auprès de personnes anglophones un peu partout au Canada. Et donc, pour les personnes qui ne le savent pas, if you ever need to use interpretation, please click on the globe on the chat, next to the chat box and select English. Donc, vous pouvez mettre l'interprétation en anglais en cliquant sur le petit globe en bas. Ensuite, donc on va passer à la prochaine diapositive. Je veux commencer aussi en faisant une reconnaissance territoriale. Donc moi, je me joins à vous de Djodji-Agé, qui est aussi connu sous son nom colonial Montréal. Donc c'est important, je pense, de toujours prendre le temps de souligner, de se rappeler sur quelle terre nous nous trouvons, sur leur histoire, sur aussi ce qu'on peut faire aujourd'hui et sur l'avenir et comment tisser des relations avec les peuples autochtones qui sont respectueuses et qui font du sens. Et d'ailleurs, j'en profite pour souligner qu'on est au mois de juin, qui est aussi le mois de l'histoire des peuples autochtones. Alors, n'hésitez pas à vous renseigner sur des choses qui peuvent se faire autour de vous et dans les communautés qui sont proches de vous et d'en profiter pour apprendre et vous éduquer sur les cultures autochtones. Ensuite, on va passer à la prochaine diapositive. L'Institut Tamarack, donc s'il y en a qui ne connaissent pas, l'Institut Tamarack, c'est un organisme pan-canadien qui fait de l'accompagnement au développement des communautés. Donc, on a plusieurs champs de pratique sur lesquels on travaille, que vous pouvez voir là. Donc, on travaille sur l'évaluation d'impact, sur l'impact collectif, l'innovation communautaire, l'engagement communautaire, le leadership collaboratif. Et on a aussi des thématiques sur lesquelles on va travailler avec ce qu'on appelle nos communautés dynamiques, donc où on va travailler notamment sur les questions de pauvreté, sur le renforcement des communautés, sur l'avenir des jeunes et sur les transitions climatiques ou la transition socio-écologique. Donc voilà, ça vous donne une petite idée. N'hésitez pas à vous renseigner, à visiter notre site web. Alors, sans plus tarder, je vais vous parler donc de nos panélistes et du programme Leadership Rassembleur. Alors, ce qui est important à savoir, c'est que Leadership Rassembleur, c'est un programme donc, qui a été mis sur pied par Dynamo et par Centraide du Grand Montréal et qui s'inspire vraiment des meilleures pratiques en leadership. C'est un accompagnement qui va être offert à différentes cohortes de personnes et les outiller en fait pour devenir des leadership rassembleurs, apprendre sur différentes stratégies et aussi en fait mettre en réseau au final donc ces personnes inspirantes là qui font partie des cohortes et c'est à ce jour, alors ce que j'ai vu, il y a plus de 230 personnes qui sont passées par Leadership Rassembleur, donc c'est quand même
un gros réseau maintenant qui est formé par Leadership Rassembleur. Et voilà, on trouvait qu'il y avait de quoi s'inspirer et de quoi apprendre et de quoi aussi se questionner sur ce que signifie le leadership aujourd'hui. Alors, pour faire ça, on a invité Sophie Pétré, donc, qui est directrice au développement des talents chez Dynamo, qui a un long parcours, qui a travaillé dans plusieurs milieux, notamment dans la concertation, qui elle-même d'ailleurs est passée par le programme Leadership Rassembleur et qui maintenant en fait travaille dessus en tant que directrice au développement des talents de Dynamo, qui fait partie des accompagnateurs. Elle a aussi une certification de coach. C'est une personne très créative, donc qui a en fait, c'est vraiment sa spécialité, c'est de faire sortir le plein potentiel, je pense, des gens autour d'elle. Donc voilà, on est très chanceux de l'avoir avec nous aujourd'hui. Et on a donc les trois autres panélistes, Afifa, Barbara et Gerda, qui, elles, ont été lauréates donc, du programme Leadership Rassembleur. Alors, je vais commencer pardon, par Afifa, qui est directrice générale au service éducatif Petite Côte. Et elle aussi, qui a tout un parcours à la fois personnel et professionnel, de quelqu'un finalement qui se dépasse, qui essaye d'aider autour de soi et qui a travaillé entre autres à Côte-des-Neiges, qui a travaillé longtemps en fait au centre communautaire Petite Côte comme directrice adjointe et qui est récemment devenue donc, qui a beaucoup travaillé dans le milieu scolaire au final et communautaire et qui est récemment donc devenue la directrice générale des services éducatifs donc au sein du centre communautaire Petite Côte, donc service éducatif Petite Côte. Donc merci à la FIFA d'être avec nous. On a Barbara Heyer qui est agente de développement à Bâtir son quartier, elle aussi donc lauréate Leadership Rassembleur, qui elle a une formation vraiment en urbanisme et qui travaille beaucoup donc sur des questions urbaines, notamment sur le logement, donc tout ce qui est habitation et aménagement. Elle a beaucoup travaillé à Saint-Michel notamment. Elle aussi tout un parcours et en fait Barbara et moi on a la chance de se côtoyer aussi au Conseil interculturel de Montréal. Voilà, quelques mots sur Barbara. Merci Barbara d'être là. Et pour finir, on a avec nous aussi Gerda Amazon qui, elle aussi, en fait, on a beaucoup de femmes multitalents aujourd'hui, donc qui a un parcours en fait au départ donc qui est gestionnaire en fait de profession, de formation, qui est aujourd'hui qui a beaucoup d'implications bénévoles aussi, qui a une passion même dans l'immobilier et qui en fait aujourd'hui entre autres donc s'implique beaucoup à Saint-Michel. Et notamment donc à la table de quartier de Saint-Michel, par exemple, dans le CA, et surtout qui est la directrice générale adjointe de la Maison d'Haïti, donc qui est un espace communautaire important pour en fait la communauté haïtienne de Montréal. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je suis déjà très contente de vous voir et qu'on soit rassemblés. Et donc, sans plus tarder, je vais commencer par vous poser les questions. Alors, je vais mettre un brise-glace dans le chat si ça vous intéresse. Dites-nous, à votre avis, qu'est-ce que c'est un leader ou une leader rassembleuse? Donc, si vous avez des mots-clés à nous donner ou une petite phrase, allez-y. Et donc là, je vais poser la première question, en fait, à Sophie. Donc, pour te demander, Sophie, pourquoi c'est important de créer des espaces dans lesquels des leaders peuvent se retrouver et se faire accompagner, donc comme leadership rassembleur? Merci Leïla aussi de l'invitation. Le plaisir est vraiment plus que partagé. Euh, c'est une question qui est extrêmement importante de pouvoir générer des espaces dans lesquels les leaders peuvent se retrouver, d'autant plus aujourd'hui, parce que je te dirais que dans ce qu'on voit depuis les dernières années avec une accélération, c'est l'augmentation des besoins et de la complexité des besoins auxquels font face les personnes qui ont un leadership en développement social, hein, puisque le programme de leadership rassembleur est avant tout destiné à des personnes en position de responsabilité, quel que soit le poste, qui œuvrent à l'amélioration des conditions de vie, à la lutte
contre l'exclusion sociale et pour le développement social. Et les besoins des populations desservies, puis corrigez-moi mesdames, mais sont de plus en plus marqués. La vulnérabilité aussi des personnes est de plus en plus ancrée avec une accélération qui a été vécue clairement pendant la pandémie. Et ce qu'on peut constater, c'est que l'isolement des personnes, des leaders avec des responsabilités est de plus en plus marqué aussi. Donc leur offrir des espaces de partage, d'échange, de soutien, d'écoute, de bienveillance, c'est permettre à ces personnes-là de prendre soin d'elles-mêmes, de prendre du recul aussi par rapport à la multiplicité des responsabilités, des compétences qu'elles sont obligées de développer au fur et à mesure pour le bien-être de l'organisation et des personnes qui sont desservies. Et donc, en faisant ça, en prenant soin finalement de ces personnes-là et d'elles-mêmes, bah, on prend soin des organisations et donc on prend soin de la réponse qui est donnée aux personnes les plus vulnérables auxquelles elles s'adressent. Donc, un programme comme Leadership Rassembleur ou Leadership Rassembleur formule courte, qui a été décliné également pour favoriser l'accessibilité à ce programme-là. Ce qu'on peut constater, c'est qu'avant toute chose, ça permet une expérience humaine de partage et donc une solidarité. En plus de ça, on sait que la complexité des problématiques auxquelles on fait face et l'accélération des connaissances et des recherches nous oblige à un petit update régulier au niveau de ce qui se fait de mieux en type d'accompagnement, en type de maîtrise personnelle, et cetera. Donc d'avoir des lieux d'apprentissage privilégiés dans lesquels les personnes peuvent juste se mettre sur pause pour se mettre en mode écoute, apprentissage et partage, bah, c'est extrêmement bénéfique pour la santé mentale de tout le monde et puis pour la santé de la gestion et des organisations. Waouh, merci Sophie. Je pense que tu as souligné tellement d'éléments de la pertinence en fait de ce programme et de l'importance de pouvoir rassembler finalement et outiller ces leaders émergents ou pas, parce qu'en fait, généralement, on est déjà en situation de leadership, puis là, en fait, ça vient juste consolider, renforcer la personne et son parcours. Et donc maintenant, en fait, j'ai envie de me tourner vers nos trois lauréates et vous demander, donc à partir de vos expériences et de vos apprentissages, c'est quoi, parce que c'est ça, c'est jamais rose là quand on est une personne voilà, en situation de leadership, c'est quoi les défis les plus communs quand on essaye de pratiquer un leadership rassembleur justement, et comment est-ce que vous avez fait face à ces défis? Et donc je vais donner la parole à FIFA d'abord. Bonjour tout le monde. Si je dois nommer des défis, au fait, quand j'ai fait Leadership Rassembleur, je suis repartie vraiment boostée, vraiment motivée et tout. Puis en arrivant dans l'organisation, j'ai réalisé que des fois, c'est un défi que de faire bouger des dynamiques qui sont préexistantes, qui n'ont pas la culture du leadership rassembleur. Et ça, des fois même, au sein de toutes les communautés, que ce soit l'équipe de travail, que ce soit les bénévoles, que ce soit les administrateurs, c'est partout. Il y a toujours un travail à faire pour donner la chance à cette culture de s'implanter dans des milieux comme ça. C'est sûr que moi, comme humaine aussi, je devais faire face à ma propre adéquation entre ma personne globale, mes valeurs, mon vécu, ma culture, etc., et la place que je voulais occuper en tant que leader qui pourrait avoir un impact transformationnel. Donc, il y avait toujours cet équilibre aussi à essayer de mener. Au fait, Leadership Rassembleur m'a appris à prendre conscience des choses, à les identifier, à les diagnostiquer, à m'attarder dessus, alors qu'avant, je pouvais être dans la spontanéité, dans la réactivité, etc. Ça, c'est un bel exercice qui m'a permis vraiment de cheminer dans ce défi-là pour amener les gens à adhérer. Qu'est-ce que je pourrais dire? Au fait, ça m'a permis d'amener les gens non seulement à adhérer, mais générer même chez eux des prises de conscience des fois pour qu'ils comprennent c'est quoi qui se passe exactement.
j'essaie d'avoir une meilleure compréhension de l'autre et de créer un espace ou des espaces pour le dialogue et l'expression, des espaces où j'essaie de démontrer que les divergences sont les bienvenues, qu'elles sont respectées. Quelque chose que j'ai beaucoup hérité de leadership rassembleur, c'est vraiment la pratique de la question porteuse. C'est poser des questions qui encouragent la conversation, qui créent l'ouverture chez l'autre et qui peuvent générer des réflexions et souvent, des nouvelles possibilités. Et c'est ça qu'on veut justement pour faire face à ce que Sophie disait tantôt, à tous les changements auxquels aujourd'hui, comme leader, on fait face. La société, le monde au complet fait face à ces changements-là. L'autre chose, c'est vraiment le travail sur soi qui est important pour un leader. Je l'avais dit, la prise de conscience, mais aussi faire le compte de ses compétences, les réaliser, les valoriser, les accepter, les reconnaître pour qu'ensuite, les faiblesses qu'on peut avoir, on les aborde avec plus de sérénité et on travaille à les corriger ou à les accepter ou à les atténuer dépendamment de qu'est-ce que c'est. Donc, aussi l'autre défi, puis quand je disais faire bouger des structures, c'est vraiment gros et le changement a besoin de temps. Il faut accepter de donner du temps pour voir des résultats. Je parlais de questions porteuses tantôt, l'exercice de la question porteuse, mais pour le faire de façon consciente, il fallait vraiment l'incarner et puis se l'approprier. Le temps file, je n'ai pas suivi vraiment le nombre de minutes. Ah, OK. Merci, Afifa. Je pense que tu as déjà super bien mis la table. Je propose, parce qu'on veut que Gerda et Barbara aussi puissent répondre à la même question, mais c'est super, ça donne plein de premiers éléments super importants. Gerda, qu'est-ce que tu aurais à dire, toi, sur les défis auxquels tu as fait face et comment tu as géré ça? Merci beaucoup de prendre la parole. J'ai déjà entendu les deux leaders qui ont parlé. Je vais que compléter. Au préalable, je veux dire que c'est une question extrêmement importante et quand je l'entends, c'est comme il y a beaucoup de choses qui sont émergées dans ce que j'ai vu dans le leadership rassembleur et en même temps dans ce que je vis dans mon quotidien. Ce qu'il faut rappeler, un leader rassembleur fait partie de groupes de personnes qui travaillent sur tout ce qui a trait de changement social, de tissu social. C'est quelqu'un qui travaille sur la construction et la déconstruction de certaines pratiques basées, que ce soit sur les modèles mentaux personnels que collectifs. C'est quelqu'un qui, certaines fois, va faire face à plusieurs types de résistances institutionnelles, personnelles, dans son milieu de vie, également dans son milieu de travail. Ça veut dire que c'est quelqu'un aussi qui est là pour expérimenter, pour conseiller. C'est complexe. C'est complexe parce que pendant qu'on est peut-être dans la phase d'innovation, l'autre dans la phase de consolidation, on n'est pas toujours dans la même place. Par rapport à moi comme défi, je peux parler que c'est comme si mon institution, là où je vis, mon quotidien, c'est comme l'écosystème que certains organismes vont vivre différemment parce que moi, je suis dans une institution qui a 50 ans d'existence, qui est constituée d'une grande équipe. Alors, j'ai envie de vous partager 3 grands défis parce que les défis sont multiples quand on est dans une grande institution. Le premier défi, c'est par rapport, par exemple, à la question de conflit intergénérationnel. Alors, moi, je me rappelle à un certain moment, quand je fais le leadership rassembleur, j'avais envie justement de comprendre, puisque dans mon processus d'apprentissage, d'approfondir cet enjeu-là, ce défi-là.
Et je me rappelle, il y a un journaliste qui avait écrit, c'est Nicole Gay, qui, comme conseillère en emploi, qui disait que c'est la première fois on fait face à travers le monde des institutions qui vont avoir plus que 4 types de générations dans une seule espace. Et c'est ce que moi je vis, c'est-à-dire que ce soit chez nous les baby boomers, la génération X, la génération Y, la génération Z, avec des valeurs différentes, comment concilier tout ça? Et quand on est dans une position de leadership, et je dirais ce n'est pas leadership simple, rassembleur, parce que ce mot-là, rassembleur qui ajoute nous, en tant que leadership rassembleur, a beaucoup de sens par rapport à un gestionnaire traditionnel, par rapport à un leader. C'est comment avoir cet espace très inclusif pour faire émerger des choses. Alors, c'est déjà un grand défi au niveau, justement, des conflits intergénérationnels. Deuxième conflit, disons, mais je dirais des défis, c'est au niveau de changement organisationnel. Alors, l'écosystème chez nous, c'est ça, il y a tellement d'enjeux par rapport à notre mission, qui est une mission première, par exemple, d'accueillir des nouveaux arrivants, des demandeurs d'asile. Et ceci, ce n'est pas uniquement pour la communauté haïtienne, on le fait pour la communauté afrodescendante de façon générale. Alors, vous pouvez imaginer, des fois, il faut s'ajuster aux besoins, parce que nous sommes dans une institution où il faut répondre à des éléments essentiels. C'est-à-dire que ce soit dans le changement organisationnel au niveau l'échelle organisationnelle, une organisation qui est partie d'une structure et qui sera justement un petit peu plus complexe. Ce sont des défis auxquels on fait face, que ce soit dans le changement transformationnel, c'est-à-dire que comment la stratégie organisationnelle doit être vue, doit être comprise par tout le monde. Au niveau du changement personnel, n'oubliez pas les interactions d'une équipe, tout le monde qui travaille surtout en ressources humaines, vous savez comment c'est particulier les interactions interpersonnelles. Ça fait partie au quotidien, justement, des changements, des défis organisationnels auxquels, et personnellement, je fais face, les imprévus, les changements correctifs, quand justement, on est en mode essai, on est capable de dire, mais on essaie, ça ne marche pas, on peut aller, continuer à aller beaucoup plus loin, mais d'autres qui veulent continuer collectivement, comment ramener tout ça. Alors, je vous dis que pour moi, faire cette formation comme leader rassembleur, c'était un cadeau extraordinaire. Au-delà de tout bagage intellectuel ou expérience, il y a l'autre côté qu'il faut aller chercher, c'est justement le soi. Comment on sera capable de s'effacer en tant que leader pour faire émerger des choses, pour faire grandir votre équipe? Comment vous êtes capable, et c'est ce que je fais au quotidien, c'est comment prendre des approches acquises pour pouvoir les appliquer. Et je vous dis, la COVID-19 a été pour moi un élément déclencheur dans ma vie comme leader rassembleur, parce que je me rappelle, et Sophie, tu es là, je me rappelle, je vais nommer cette conversation-là, comment pour moi, le carreau a été toujours quelque chose de difficile parce que je n'ai jamais compris pourquoi on a choisi de faire tel métier ou d'être dans telle position et puis vous voulez évoluer dans un espace chaotique. C'était un défi pour moi. Et avec la COVID-19 et une conversation que j'ai eue avec Sophie, d'ailleurs, qui est l'une des personnes que je peux considérer comme mentor, je sais que je peux faire émerger de bonnes choses, même dans le chaos. Et c'est ce que je fais dans le quotidien. Voilà.
Merci beaucoup, Gerda. Je suis désolée, je ne voulais pas t'interrompre. Merci beaucoup. Je vois le temps qui passe très, très vite. Et on a la question suivante qui va permettre en fait encore de développer sur vos conseils. Et j'aimerais beaucoup entendre Barbara en fait aussi sur cette question-là des défis. Alors, toi aussi dans un autre secteur d'intervention. Donc, Barbara, est-ce que tu veux nous partager ton expérience? Oui, je vais rester dans un défi qui a été nommé par Afifa, mais je pense que c'est très important de penser comment changer nous-mêmes et intégrer les pratiques de leadership dans notre quotidien. Et je donne l'exemple que quand on vient de notre secteur, de notre parcours académique, professionnel, et on arrive à la formation de leadership rassembleur, on pense, oh, mais c'est super intéressant, je suis d'accord avec ces mêmes valeurs, donc je vais devenir tout de suite une leader rassembleuse. Et on revient à notre pratique et on voit qu'on continue à vouloir toujours répondre, même si on n'a pas de réponse, parce qu'il faut maintenir la posture. On continue aussi à demander des solutions miracles à notre direction, parce que c'est la direction, on veut un résultat tout de suite. Donc, on voit que ce n'est pas une magique, c'est un processus. Et dans ce processus, c'est très important de faire notre réflexion, de aussi partager avec les réseaux de leaders aussi, que ça devient un groupe d'aide et aussi notre groupe de développement aussi, où on peut nous poser sans avoir peur des jugements. Donc, moi, ce que je fais aussi, c'est inviter aux gens qui nous écoutent, qui peut-être n'ont pas un groupe de co-développement, c'est aussi de trouver vos alliés, trouver dans vos milieux professionnels, dans votre milieu communautaire, des gens avec qui vous pouvez échanger, vous pouvez avoir ce genre de discussions pour passer pour ces processus. C'est super, merci beaucoup. Merci Barbara. Et j'aime comment en fait chacune vous avez amené vraiment des perspectives très complémentaires, mais il y avait aussi des points qui se recoupaient. Alors là, on va passer à une dernière question avant de passer donc aux questions du public. C'est bon, en fait, on a beaucoup réfléchi ensemble là, en préparant la rencontre ou avec ma collègue Myriam et le comité aviseur. Là, je vous parlais qu'on prépare des publications sur des idées fortes du Québec en développement des communautés. Et bref, on a eu toute cette réflexion sur qu'est-ce qu'on devrait faire pour repenser le leadership d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça soit un leadership qui est rassembleur, qui est collaboratif, mais qui est aussi inclusif? Donc voilà, si vous aviez 2-3 conseils, là, on essaye d'être synthétique. Si vous aviez 2 conseils à donner à une personne qui veut devenir un ou une leader, donc une personne qui veut devenir leader inclusif, rassembleur, rassembleuse, etc., ça serait quoi? Et alors, je propose à Gerda de commencer. Alors, il y a beaucoup, je vais résumer parce que j'ai tendance à aller beaucoup plus loin. Moi, je dirais d'abord, il faut qu'on travaille sur soi. Ne prenez pas pour acquis qu'on sait tout, qu'on connaît tout et on a justement l'expertise où on est parfait. Il faut travailler sur soi et avoir de l'écoute, avoir cette ouverture, cette posture pour accueillir tout ce que vous allez entendre. Deuxième conseil, c'est de s'entourer de bonnes ressources. Le leadership rassembleur nous permet, nous en tant que leaders, d'avoir ces ressources-là. Par exemple, le co-développement fait comment que vous soyez capable d'aller chercher ces ressources, de pouvoir vous confier et également de partager. Et dernier conseil, c'est soyez authentique. Ne vous cassez pas la tête en essayant justement le leader que vous ne l'êtes pas. Non, soyez authentique et puis le reste viendra par sur quoi. Merci Gerda, c'est super, très clair, très tangible. Barbara, quels seraient tes conseils? Bem,
premier, c'est de faire confiance à la force de groupe. Et il y a une phrase que j'aime bien, c'est que personne ne sait tout et chacun sait quelque chose. Donc, de penser qu'est-ce que nous, on sait comme groupe. Et si on mise aussi sur la diversité, je pense qu'aussi, plus on est divers, plus on est capable aussi d'ouvrir notre regard et éviter nos propres angles morts. Et le dernier, c'est d'humaniser nos relations professionnelles. Au-delà d'être agent de développement, organisateur communautaire, directrice, il faut penser qu'il y a toujours un humain et c'est bien, on n'est pas de machine, hein, et c'est bien d'humaniser et de penser qu'on a des projets complexes, manque de temps, manque de financement, c'est difficile, mais si on mise sur une convivialité, si on a des gens avec nous qui ont envie de travailler, qui ont les goûts, qui se sentent bien dans les projets, on va avoir des gens avec plus de force, d'énergie et de créativité pour faire changer notre communauté, changer les mondes. J'adore. Merci, Barbara. Afifa, toi, qu'est-ce que tu aurais à dire? Ben, c'est tout ça ce qui a été dit, effectivement, là, j'y adhère complètement. Et puis moi, dans mon cas, je dirais aussi oser prendre des risques des fois, parce que souvent on a peur, on n'arrive pas à affronter nos peurs et on va pas plus loin. Vous savez, moi, j'ai osé leadership rassembleur. Pour moi, c'était vraiment prendre un risque parce que c'était en pleine pandémie. Moi, je fais partie de la cohorte leadership rassembleur 12 qui devait se passer au bord d'un lac en résidence dans Saint-Chalet, qui s'est transformé en écran virtuel. Donc, j'ai osé, puis je ne l'ai vraiment pas regretté. Ça m'a même permis de confirmer que je pouvais prendre un autre risque. En confirmant ma mission professionnelle au sein de Leadership Rassembleur, j'ai pu faire un saut et un envol que je pense, pas sûr, mais que je n'aurais pas pris aussi facilement, disons, si je n'avais pas fait Leadership Rassembleur. Donc, il y a ça. Puis il y a aussi, ça a été nommé, je pense, par Garda, mais je veux vraiment mettre le focus là-dessus, c'est s'ouvrir aux apprentissages. Parce que, tu sais, on l'a dit au début, les changements sont importants dans notre monde et il faut vraiment, vraiment expérimenter, apprendre, éviter de tomber dans l'immobilité parce que c'est vraiment pas viable quand je parlais de structure et de dynamique déjà ancrée et scellée. Ça reprend un petit peu ça. Et puis, bien sûr, l'humain, miser sur tous les humains qui nous entourent. Chacun a son potentiel. Chacun a son potentiel, chacun a ses forces. Tout le monde a quelque chose à apporter et il faut juste faire émerger des fois ces choses-là. Et pour terminer, je dirais, et puis moi, j'essaie vraiment de le pratiquer beaucoup, c'est donner l'exemple comme leader, donner l'exemple de qu'est-ce qu'on essaie de générer comme résultat et puis le faire soi-même et l'incarner pour que les gens croient en nous et acceptent de nous suivre. Merci beaucoup. Et donc ça, c'était votre vision à toutes les trois. Sophie, moi, je serais curieuse, toi qui as le regard à la fois de l'intérieur et de l'accompagnatrice, qu'est-ce que tu aurais à répondre qu'est-ce que tu aurais à dire En ajout à tout ça, je suis toujours sous le charme, mesdames, quand je vous entends parler, je vous dirais soyez curieux, curieuses des autres, de vous-même. Ce qui est certain, c'est que les situations auxquelles on fait face en ce moment n'ont pas de solution toute prête et que, nous, notre conviction, c'est que les solutions, on va les inventer ensemble et que pour pouvoir inventer des nouvelles solutions, eh bien, quoi de mieux que d'être curieux de la personne qui est en face de moi et de ne pas chercher à avoir toutes les réponses moi-même, puisque je ne peux que donner des solutions que je connais déjà, alors que, sans doute que le petit miracle se passe dans ce que je ne connais pas. Donc, soyez curieuses et et puis la deuxième aussi peut-être piste que j'ai envie de vous déposer, c'est de ne pas attendre d'être, à la bonne place, au bon endroit, dans la bonne équipe ou dans la bonne institution pour commencer à être une leader ou un leader rassembleur, mais de commencer tout de suite maintenant à travers, des gestes de bienveillance, à travers, une remise en question de soi, à travers, de l'aide qu'on va aller chercher à l'extérieur
Et je me souviens d'une discussion que j'avais avec Séverine Labelle, qui est une leader québécoise que j'admire profondément, qui disait qu'on peut être dans un leadership bienveillant et constructif de n'importe quel siège où l'on est dans une institution ou une organisation. Donc, allez-y et osez, comme vous disiez à FIFA. Puis s'il y a quoi que ce soit, des questions qui émergent, ou, eh ben, on n'est jamais très loin du courriel, comme on dit. Merci beaucoup à vous quatre. J'adore parce que j'ai pris des notes là avec vos conseils. Et honnêtement, on a comme un guide là, presque, qui s'est formé. Vous avez dit être à l'écoute, s'entourer des bonnes ressources, être dans une posture de co-développement, soit être authentique, faire confiance au groupe et vraiment miser sur l'humain, le relationnel, aller chercher des réponses chez les autres, oser prendre des risques, s'ouvrir aux apprentissages, donner l'exemple, être curieux, curieuse et ne pas attendre d'être à la bonne place, donc de vraiment commencer là où on est. Voilà, je suis comme je me dis, mais que d'inspiration aujourd'hui. Merci beaucoup. Et donc là, on va ouvrir donc les questions au public. Alors, j'invite ma collègue Myriam à nous rejoindre. C'est elle beaucoup qui va animer la période de questions. Merci, Myriam Léla. est notre directrice consultante pour le Québec avec qui je travaille beaucoup sur nos relations avec les communautés francophones notamment, etc. Donc Myriam. Merci Leïla, merci à nos panélistes pour les présentations. Donc, on a Marie-Noël qui nous pose une question ici. De quelle façon est-ce que les leaders maintiennent leur engagement et leur énergie dans leur travail pour des changements de société profonds qui prennent du temps et un effort collectif? Est-ce qu'une d'entre vous, mesdames, aimerait se lancer? Gerda, allez-y. OK. Mais je répondrai à cette question d'une façon simple, mais profonde aussi. C'est dans tout ce qu'on fait. Il n'y a pas un calcul pour dire il faut programmer votre comportement ou une façon de faire. C'est dans votre quotidien. Et je pense qu'il y a l'une des leaders qui l'a dit tantôt, c'est vraiment dans les petites choses, mais d'être aussi le modèle, que c'est parce que justement vous êtes toujours bienveillant, fait en sorte que vous allez être capable d'inspirer des gens sans pouvoir nommer, je veux que vous soyez des leaders. Mais c'est dans la dynamique, c'est dans le quotidien, dans tout ce qu'on fait. C'est comme une action transversale sans de calcul préalable, simplement. Ce qui me vient également, juste en ajout, je me permets d'ajouter ça. Nous, ce qu'on peut se constater, c'est que de l'énergie, ça en prend. Des grands moments de découragement, ils sont présents. Donc ça gomme pas, c'est pas magique, mais il y a comme ce réflexe d'aller chercher de l'aide, d'aller chercher du soutien, de s'offrir des moments de récupération, d'avoir une meilleure connaissance de où est-ce que j'ai besoin de m'arrêter, où est-ce que j'ai besoin d'une épaule pour pleurer un bon coup, continuer, ou d'une oreille pour pouvoir me confier. Ça, c'est quelque chose qu'on constate de plus en plus également dans ces dynamiques-là. Merci Sophie pour le complément. Afifa, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je pourrais ajouter, justement, profiter de tous les espaces collectifs comme Leadership Rassembleur. Il y a aussi des groupes de co-développement, il y a ces regroupements, etc., qui nous nourrissent et qui nous donnent un petit peu d'énergie. Moi, la chose vraiment qui me donne beaucoup d'énergie à moi personnellement, c'est vraiment de toujours garder en tête ma mission et le pourquoi que je fais tout ça. Et la garder en vue, ça permet vraiment de voir le reste comme des obstacles à défaire et puis pour pouvoir avancer. Ça évite le découragement, justement. Puis souvent, dans nos milieux, quand même, nous sommes dans le communautaire et il y a énormément de personnes qui vivent les mêmes choses que nous et auprès desquelles on peut se déposer et qu'on peut accueillir aussi en contrepartie.
avoir ce réseau-là, moi, je trouve que c'est vraiment important pour maintenir la flamme et maintenir sa motivation comme leader. Merci, mesdames. On a une question d'une de nos participantes anglophones, donc qui vous félicite d'abord pour vos interventions et qui nous demande donc comment est-ce que les leaders dans les associations étudiantes peuvent pratiquer le leadership collaboratif? Est-ce que vous auriez des pistes? Donc, c'est notre participante Sadiq qui pose cette question. Barbara. Je peux y aller. Je pense que c'est Sophie qui disait qu'on n'a pas besoin d'arriver dans un poste de leadership pour commencer déjà à appliquer. On peut appliquer d'où on est. Et moi, je vois beaucoup comme étudiant, on a la possibilité de faire des projets périscolaires, de faire des voyages des études, même dans la communauté, dans l'école. Donc, je pense qu'il y a plusieurs options aussi de développer ce leadership là, en tant qu'étudiant. Et c'est bien aussi, je ne sais pas si c'est une jeune étudiante ou une personne qui revient aux études avec l'âge, mais quand c'est jeune, c'est bien aussi qu'il a des temps disponibles. Donc, c'est bien d'utiliser ça aussi pour les projets. Merci. Quelque chose d'autre à ajouter? C'est bon? On peut passer donc à la question suivante. Merci Barbara pour cette réponse. Quelqu'un nous demande ici comment là où le leader rassembleur compose avec le manque d'engagement et ou la résistance interne ou externe à son organisation. Question puissante. Vraiment. Et je me suis déjà posé cette question-là et puis merci de l'avoir posée parce que c'est un défi au quotidien. Cette personne-là, pratiquement, je vais lui demander probablement, si ce n'est pas déjà lu, d'aller lire un livre qui s'appelle « Le point de bascule » de Malcolm Gladwell. C'est un livre que j'ai découvert avec le leadership rassembleur qui donne toutes les techniques possibles et imaginables. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme il a expliqué, c'est tout le temps se poser la question comment faire une grande différence avec de très petites choses. Comment peut-on identifier vos leaders et comment, à partir justement de ces leaders-là, qu'on puisse faire confiance et leur donner la place pour vous aider collectivement à faire émerger des choses qu'on veut apporter dans votre institution. Sophie? Sophie, ensuite Barbara. Oui, très brièvement, parce que c'est effectivement un des thèmes centraux en fait, qu'on aborde et auquel on croit profondément. Nous, on s'inspire beaucoup des travaux de Céline Bareil autour de l'aspect, du volet humain du changement et en fait, ce qu'on réalise souvent, c'est que là où on parle de résistance ou de frein au changement, il y a derrière des préoccupations de la part des personnes et des préoccupations qui ont besoin d'être nommées et entendues. Donc, j'ai envie de vous dire, si vous avez envie de générer un changement dans vos organisations et que vous sentez que ça génère quelque chose dans vos équipes, dans vos membres ou dans les personnes concernées, peut-être posez-leur la question de qu'est-ce qui les préoccupe par rapport à ce changement-là. Et parfois, même souvent, on peut voir qu'on peut juste changer une toute petite chose ou clarifier un point et que la résistance va s'atténuer, voire fondre par rapport à ça. Merci Sophie. Barbara? J'allais dans le même sens de Sophie, là, de savoir aussi aller parler avec la personne ou parler avec les gens pour savoir pourquoi, est-ce qu'ils sont des peurs, est-ce qu'il manque une communication plus claire. Et parfois, c'est aussi de savoir si cette information va venir dans une rencontre, un grand groupe. Aussi, on a besoin d'avoir une conversation plus en particulier pour que la personne se sente plus à l'aise aussi pour exprimer pourquoi il y a cette résistance. Donc, je pense que ce sont des bonnes pistes là pour commencer. Merci Afifa. Oui, il y a aussi notre posture à nous face à cette résistance aussi qui est importante comme leader. Quelqu'un qui va résister ou qui ne va pas adhérer au changement, ben, des fois, c'est irritant.
Et ça crée l'effet inverse chez la personne. Elle se sent rejetée, pas écoutée, pas analysée dans ce qui l'inquiète, comme disaient Sophie et Barbara. Alors, nous, comme leaders, il faudrait vraiment être serein face à ça, trouver des moyens d'aider la personne, d'analyser qu'est-ce qui ne va pas, d'offrir des outils, comme disait Garda tantôt, une bonne lecture. Ça pourrait aussi aider à défaire un petit peu les résistances ou du moins cheminer dedans pour aller vers l'amélioration. Donc, moi, je trouve que notre posture comme leader dans l'acceptation de l'autre est importante aussi pour défaire les résistances. Merci Afifa, plein de belles pistes pour faire face aux résistances. On a une autre question de Daphné, donc qui voudrait savoir comment les leaders, surtout les personnes s'identifiant comme femmes, abordent la conciliation travail-famille quand on peut toujours en faire plus dans des milieux de transformation sociale. Afifa, je vois que vous avez ouvert votre micro. Est-ce que vous avez envie de commencer? Non, il était déjà ouvert, mais je peux témoigner, là. Je peux témoigner parce que je suis maman quand même et puis je vis ça au quotidien, la conciliation de ma vie de famille, de ma vie perso, de ma vie professionnelle. Et puis, j'oscille des fois entre me donner trop ici, me donner trop là. Et la recherche de l'équilibre est importante parce que c'est ça qui va nous amener vraiment à nous épanouir dans notre rôle de leader. Parce que si on sacrifie un volet de notre vie, ça va forcément avoir un impact sur notre personne et tous les volets, toutes les sphères de notre vie vont risquer d'en pâtir. Donc, il faut l'avoir présente et puis il faut savoir s'organiser avec ça. Des périodes un peu plus difficiles au travail, plus chargées, qu'on veut déployer quelque chose et tout. Il faut simplifier un peu sa vie de famille. En tout cas, c'est un équilibre. Moi, je n'étais pas prête à répondre à ça parce que je trouve que c'est un équilibre qui est très, très difficile à atteindre, mais il faut toujours travailler à vouloir l'atteindre. C'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ce sujet-là. Barbara? Oui, intéressant d'ajouter que c'est pas juste avec les enfants, mais ça peut aussi être dans cette posture aussi des proches aidantes aussi. Donc, on voit que ça peut être intéressant d'avoir des accommodations qui peuvent se faire. Est-ce qu'on rencontre présentiel, en ligne, les soirs? Si on sait, est-ce qu'on peut penser à une autre garderie? Penser à ce type de choses qui peuvent vraiment faciliter le quotidien. Et bien évidemment, comme mère de 3 enfants, je parlais pas mal ces dernières semaines. Mon fils est malade, est-ce qu'on peut se rappeler demain, ce genre de choses. Et aussi d'avoir cette ouverture envers aussi nos collègues, nos partenaires, de savoir accommoder aussi les autres. Si quelqu'un s'occupe de son conjoint, de ses parents, c'est aussi n'est pas poussé parce qu'on est en retard. C'est vraiment d'être attentif à ça et d'humaniser nos relations. Et, parce que tout ce que vous avez dit, j'ajouterais, et puis c'est de savoir également utiliser lâcher prise. C'est pas facile en tant que leader et puis responsable, mais en même temps, c'est ça. Fait qu'à un certain moment, et c'est ce que justement nous avons appris, on a besoin de prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres. De ce fait, lâcher prise. J'ajouterais la notion de, puis je sais, mon Dieu, que c'est difficile, hein, puis je pense que loin de nous l'idée ici d'avoir la solution, mais cette notion de la juste part. Quelle est ma juste contribution? Où est mon good enough? À partir de quand est-ce que je tombe dans je sens que je suis en train de m'épuiser, mais je le fais quand même parce que j'ai le sentiment que je me dois de le faire, et cetera. Donc là encore, plus je me connais, plus j'arrive à équilibrer mon good enough point pour pouvoir faire: «Bon, bah, là, je m'arrête» et donc si je m'arrête là, à qui est-ce que je peux passer le relais? À qui est-ce que je peux, sur qui est-ce que je peux m'épauler? Une fois encore, cette notion d'être plusieurs, je pense qu'un équilibre travail-famille ou un équilibre émotionnel global, il se trouve au milieu des autres et pas uniquement, soi toute seule, isolée avec sa réalité. Merci beaucoup.
On a une dernière question en anglais. Donc, une participante qui nous demande, en tant que leader émergente, donc qui travaille avec des personnes et avec des communautés qui vivent ou qui ont vécu des traumatismes importants, comment est-ce que, comme donc leader, on peut contribuer à renforcer le tissu social? Donc, avez-vous des expériences que vous souhaitez partager, des conseils pour travailler avec des populations qui ont vécu ou qui vivent des traumatismes? Je répondrai à cette personne. C'est toujours des fois assez difficile quand on est face à ces genres de situations en tant que leader parce qu'on a envie tellement d'apporter de solutions que des fois, ça nous rentre personnellement dedans. C'est comment apporter des réponses, avoir de l'empathie et en même temps d'être capable de prendre un recul pour aller chercher des ressources appropriées, demander de l'aide, essayer de créer un réseau autour justement de vous pour apporter, pour avoir cet espace de complémentarité, de prise en charge autour de cette communauté. Seul, ce sera un peu difficile de répondre. Quelqu'un voudrait ajouter quelque chose? C'est bon? Merci beaucoup. Je vois des remerciements d'ailleurs là, dans la boîte de dialogue qui apparaissent pour vous, mesdames. Fait que je vais repasser la parole à Leila, donc pour conclure le webinaire, puis vous offrir la possibilité de dire chacune un petit mot de la fin. Ouais, merci beaucoup. En fait, c'est ça, c'était juste pour vous donner l'opportunité de dire une dernière petite chose là avant de clore ce webinaire. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous vouliez dire que vous n'avez pas eu l'occasion de dire ou voilà, un petit mot de la fin pour chacune très, très rapidement là. Est-ce que Oui, moi, il y a quelque chose que j'aimerais déposer, c'est que le sentiment qu'on a, c'est que dans l'évolution en fait de nos réalités en ce moment, dans l'accélération de toutes les choses, je lisais un article, puis là j'ai honte parce que je me souviens plus qui l'a écrit, mais qui disait que finalement on avait 2 choix. On avait ou le choix de la peur et donc de prendre peur de tout ce qui est là et donc de se protéger et de tomber en mode, recul, protection, aller chercher justement des gens qui vont nous conforter dans notre lecture des choses pour ne pas être plus, déstabilisés qu'on ne l'est ou, prendre le chemin de la collaboration, de l'humanité, de l'écoute, de l'amour, même si je sais que ce mot-là peut être galvaudé et notre conviction profonde, c'est que par ce chemin-là, par des échanges comme on a aujourd'hui, par, simplement, s'écouter, se parler et faire, taire un peu la voix des peurs qui est la voix, sans doute la plus encouragée, de façon globale et générale, bah, on arrive à faire des micro-victoires et que la solution sociétale, elle est sûrement dans des micro-victoires plus que dans une victoire grande, gigantesque, qu'on va pouvoir, réaliser en gros titres et cetera. Donc générez vos petits miracles à votre échelle autour de vous. Merci Afifa, vas-y. Moi, j'aimerais faire un clin d'œil quand même avant de quitter à l'inclusion qui ressort dans Leadership Rassembleur. J'ai parlé de mes peurs quand je voulais oser plonger, mais après, j'ai réalisé à quel point je faisais partie de cette collectivité-là, de cette cohorte-là. C'était formidable. Et puis le fait que l'inclusion fasse partie intégrante, c'est faire référence à des exemples outre-mer africains. On se sentait tous bien là-dedans, on était tous reconnus. Et ça, notre société fait face à des défis d'inclusion majeurs ces temps-ci. Puis c'est un gage de réussite. Si aujourd'hui, je me trouve ici pleine de confiance, pleine d'énergie, c'est un peu grâce à ça aussi. Je me sens
dans des collectivités comme Leadership Rassembleur, comme Incluse, et ça apporte énormément d'épanouissement et de confiance en soi et ça permet de faire évoluer tout le monde ensemble. Merci à FIFA. Barbara, est-ce que tu veux y aller? Mais écoute, je pense qu'après les derniers mots de Sophie et de FIFA, je ne peux qu'être d'accord avec les deux là. Je pense que c'est exactement là, ça, les petits miracles chaque jour. Et nous, à Bâtissons Quartier, on a notre devise que c'est un logement à la fois et je pense que c'est ça, c'est un projet à la fois, c'est un changement à la fois et c'est comme ça qu'on va réussir un grand changement et une inclusion toujours. Comment dire, plus on est ouvert à la diversité, plus on va être capable de voir ailleurs. Et pour finir, donc Gerda. Et j'ajouterais, chers leaders, sur tout ce que vous aviez dit, c'est souvent essayer de retourner sur sa mission. Pourquoi je fais ce métier-là? Pourquoi je m'engage? Parce que la vie de leader rassembleur, c'est une vie cyclique. Jamais on va avoir justement un espace linéaire. Ça va monter, ça va descendre. Mais c'est comment retourner à la source, comment retourner sur vos engagements pour que justement votre mission arrive là où vous voulez avec une approche collaborative. Voilà. Un gros merci à vous toutes. En fait, j'ai vraiment eu du plaisir à préparer et animer ce webinaire avec des femmes aussi brillantes et inspirantes que vous. Donc, merci beaucoup en fait d'incarner justement ce leadership rassembleur inclusif et de porter en fait toutes les valeurs dont vous avez parlé aujourd'hui, d'avoir partagé vos expériences, mais aussi des outils très concrets en fait pour beaucoup de gens qui, je pense, se sont reconnus dans vos propos. Alors voilà, je voulais vraiment vous dire un grand merci. Remercier aussi les membres de l'équipe Tamarac qui ont travaillé fort pour animer ou pour préparer ce webinaire. Dynamo et Centraide aussi, donc pour ce merveilleux programme qui nous permet d'avoir des expériences aussi riches que celles qu'on a entendues aujourd'hui, donc qui nous ont été partagées. Et le secrétariat aux relations canadiennes, parce que c'est vrai que ce qui est super, c'est qu'aujourd'hui, on avait vraiment donc des participants, participantes francophones, anglophones, et on a toutes et tous pu se comprendre aujourd'hui et échanger. Donc, c'est super. C'est aussi une chose assez unique, je pense, que Tamarac parvient à faire. Donc voilà, un grand merci. Et on se retrouve pour les prochains webinaires, donc à l'automne prochain de la série francophone, donc série Québec de Tamarac. Voilà. Merci à toutes et à tous. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci.